la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on met en place une station expérimentale ou est-ce qu'on met en place une ferme expérimentale? Sachant que quand on met en place une station expérimentale, on peut prendre une prise de risque relativement importante, on peut détruire des choses, et puis surtout, on ne s'intéresse pas tellement aux aspects technico-économiques. Nous, on a décidé de mettre en place une ferme expérimentale, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des essais analytiques sur la ferme régulièrement chaque année, mais de suivre également l'ensemble de la ferme. Donc par rapport à ça, la première question qui s'est posée, c'est quel type de rotation on allait mettre en place sur notre système de culture. Donc par rapport à ça, par rapport au type de sol, et par rapport au fait que l'exploitation, elle devait être viable, bon, ben, on savait qu'en agriculture biologique, c'est encore vrai maintenant, mais ça l'était aussi à l'époque, une des cultures qui permettait de dégager des marges relativement importantes, c'est la culture du soja, notamment parce qu'il y avait des débouchés en alimentation humaine. Sachant que nous, on était dans un système sans irrigation, la mise en place du soja, on savait que c'était difficile sur terre fort argilo-calcaire. Donc finalement, il s'est avéré, suite à l'étude pédologique qu'on a fait réaliser, qu'on avait deux parcelles, qui sont les deux parcelles du bas ici, qui sont séparées par le petit ruisseau du Lastran, qui pouvaient permettre d'accepter du soja en sec. Et sur le reste du domaine, qui est constitué d'un grand fort avec une première ligne de crête ici, une zone basse ici, puis une deuxième ligne de crête ici, on ne pouvait pas mettre en place du soja en sec. Donc finalement, on a fait deux rotations complètement différentes. Sur les parcelles du bas, où on pouvait mettre en place du soja, comme on n'en avait que deux et qu'on voulait qu'il soit présent chaque année, eh ben, le soja est présent une année sur deux, et donc on a fait quelque chose qui correspond théoriquement pas à l'agriculture biologique, donc une rotation courte d'une année sur deux avec du blé et du soja. Et sur le reste du domaine, on a fait une rotation plus longue avec de la févrole, du blé, de l'orge, du tournesol, parfois du sorgho. On a testé du pois protéagineux, de la lentille, un petit peu de tout. Donc on a eu cette rotation qui a été présente pendant une dizaine d'années et on avait ensuite au niveau des itinéraires techniques, on peut dire qu'on était extrêmement classique avec une présence de labour assez régulière au niveau de la rotation, sachant qu'en agriculture biologique, le labour est aussi un moyen particulièrement efficace de contrôle des adventices et il a été mis en place à la fois pour gérer correctement les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, mais aussi pour bénéficier un petit peu du pouvoir restructurant qu'on avait avec le gel en hiver et qui était assez favorable notamment pour quelques cultures d'été comme le tournesol. Donc après une dizaine d'années de suivi, eh ben, on a fait faire un petit diagnostic pour savoir où on en était au niveau des cultures. Donc déjà, on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des céréales à paille, principalement de la culture de blé. Et on est capable, en analysant la teneur en azote qui est à l'intérieur de notre culture, de voir comment elle se situe du point de vue de sa nutrition azotée. Donc c'est ce qu'on appelle les indices de nutrition azotée qui sont situés ici. Et si on se situait dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, pour être en situation non carencée, il faudrait qu'on soit au-delà de 0,80 en termes d'indice de nutrition azotée. En bio, vous voyez qu'on est déjà dans des situations beaucoup plus basses. Et puis là, on a mis en lien l'indice de nutrition azotée avec le rendement des cultures. Et vous voyez que globalement quand même, plus on arrive à satisfaire les besoins en azote de notre blé, et plus on arrive à augmenter un petit peu notre rendement. Et on arrive quand même aussi à avoir certains points de mesure avec des indices de nutrition ici qui sont extrêmement faibles et qui donc nous limitent particulièrement le rendement. Donc un des premiers points négatifs ou un des premiers points qu'on a pu voir qui nous limitait un petit peu notre système de production, c'était la carence en azote, principalement sur céréales à paille. Donc on a regardé aussi un petit peu par rapport à cette problématique de l'azote, comment on pouvait faire pour en avoir en système d'agriculture bio. Et donc vous êtes tous, depuis ce matin encore plus, à savoir que les légumineuses nous fixent l'azote de l'air et donc elles sont indépendantes vis-à-vis de l'azote par cette fixation symbiotique, mais aussi par les résidus de culture qu'on va ramener au niveau du sol, elles vont nous laisser de l'azote pour la culture suivante. Donc on a fait des mesures qu'on vient faire régulièrement chaque année pour mesurer un petit peu les quantités d'azote qu'on pouvait avoir derrière différents précédents. Et vous voyez qu'on a des doses qui sont très différentes. Après une févrole d'hiver, on arrive quasiment à 95 unités d'azote qui sont disponibles au mois de novembre à la période du semis. Donc c'est des quantités qui sont particulièrement importantes. Et si on fait une sorte de fausse méthode du bilan extrêmement rapidement,
Si on prend un rendement moyen de blé bio à 40 quintaux par hectare, on a besoin de 3 kg d'azote par quintal espéré. 3 fois 4, 12, ça nous fait 120 kg d'azote qui sont nécessaires pour faire un blé à 40 quintaux par hectare. Et donc vous voyez déjà ici, avec quasiment, on va dire, 90 unités d'azote qui nous est laissé par une luzerne, eh ben, il nous manque une trentaine de kilos pour satisfaire les besoins totaux d'un blé à 40 quintaux par hectare, sachant que cette mesure-là ne tient compte que l'effet du précédent de la févrole d'hiver, tient pas compte de la minéralisation de l'humus, qui nous apporte entre 30 et 40 unités sur la période de croissance du blé. Donc vous arrivez à voir que derrière une févrole d'hiver, on a théoriquement la totalité de l'azote nécessaire pour faire un blé à 40 quintaux par hectare, ce qui n'est pas forcément le cas derrière une culture de trèfle violet, même si c'est un petit peu différent parce que c'est des mesures qui ont été réalisées à l'automne, et autant derrière la févrole qui a été récoltée depuis longtemps, la totalité de qui pouvait être minéralisée a été minéralisée. Le trèfle violet a été détruit beaucoup plus tardivement et donc on n'a pas encore eu tout le potentiel de minéralisation qui est apparu. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que derrière le soja, on est quand même à un niveau de reliquat azoté nettement moindre et encore plus derrière des cultures comme le blé. Donc finalement, par rapport à cette première remarque qu'on a eue sur le fait que nos céréales étaient carencées en azote, on a aussi une réponse sur comment faire pour essayer de lever cette carence en azote, c'est de choisir des précédents type févrole d'hiver qui nous laissent des grosses quantités importantes dans le sol. La deuxième chose qu'on a fait, c'est on a regardé un petit peu la rotation des cultures qui a été pratiquée. Donc sur la partie basse, si vous regardez le nom des parcelles, LH7 et LH8, c'est les deux parcelles de vallée avec l'alternance régulière entre le blé et le soja. Et ensuite, c'est tout ce qu'on a fait sur le système de coteaux. Et là, il y a un petit code couleur qui a été mis en place avec du jaune pour tout ce qui était les céréales à paille, que ça soit du blé ou de l'orge, en vert pour les légumineuses, les févroles, les pois, le soja, et puis en marron, les périodes de sol nu qu'on avait sur le domaine. Et donc, vous voyez bien tout de suite que le marron, il ressort quand même relativement fort, et on se rend compte qu'en gros, quelles que soient les rotations qu'on réalise, on avait à peu près un tiers de la totalité du temps sur une année qui était en sol nu, et seulement 2 tiers à peu près avec la présence d'une culture. Donc ça, pareil, ça a attiré un petit peu notre attention sur le fait qu'on pourrait couvrir les sols un peu plus régulièrement. Et après, on a décidé aussi de s'intéresser à certains points que pour l'instant étaient restés plutôt en suspens. C'était tous les aspects concernant la biodiversité fonctionnelle, à savoir principalement est-ce qu'on avait suffisamment de refuges pour les différents auxiliaires de culture, savoir les petites bêtes qui vont nous manger, les autres petites bêtes qui sont considérées comme étant des ravageurs des cultures. Donc par rapport à ça, il y a un petit point qui a été déjà soulevé ce matin, c'est la présence des carabes qui peuvent venir se nourrir de limaces et donc nous permettre d'éliminer un petit peu les limaces. Mais ça va être aussi tous les auxiliaires de culture, comme le plus connu étant la coccinelle comme mangeuse de pucerons, mais il y en a d'autres qui sont bien plus efficaces en agriculture, comme les cirfes par exemple, où la larve est une grosse consommatrice de pucerons, mais l'adulte, qui est une mouche, a besoin de se nourrir et a besoin de nectar et de pollen, donc d'avoir des fleurs à disposition pour pouvoir se développer correctement. Et donc on a fait un petit point sur l'ensemble des habitats semi-naturels qu'on pouvait avoir sur l'ensemble du domaine, et on s'est rendu compte qu'on était quand même en présence de certains types d'habitats déjà relativement diversifiés, avec ici une jachère permanente qui est constituée de différentes cultures, avec parfois quelques orchidées qui viennent dessus, des haies quand même déjà relativement nombreuses, avec certaines qui ont été implantées dernièrement avec arbres et paysages comme celle qu'il y a ici. Autour du ruisseau, ici, on a des ripisylves qui sont quand même relativement importantes, mais après, on garde quand même tout un grand ensemble central qui, pour l'instant, était relativement peu végétalisé, et on voulait essayer de garder aussi une certaine continuité entre nos milieux naturels et nos milieux agricoles. Donc je ne vous présente pas la totalité des résultats qu'on a pu avoir dans le cadre de ce diagnostic. Il y avait aussi toute une partie sur le phosphore qui a été mise en place. À savoir que ici, c'est des sols qui sont quand même un petit peu particuliers. On a des sols qui sont particulièrement riches en calcaire. On a des pH qui sont de l'ordre de 8,3 à 8,4 et qui engendrent des précipitations avec le phosphore. Donc on peut avoir des quantités de phosphore importantes dans nos pieds, sous nos pieds, mais c'est du phosphore qui n'est pas assimilable directement par les plantes. Et là, on est aussi également très limité par rapport à la disponibilité en phosphore.
Donc ça, on le garde dans un coin de sa tête parce que je vais y revenir rapidement tout de suite après. Donc si on regarde un petit peu l'ensemble du diagnostic, et si on regarde au niveau des différentes parcelles, eh ben, les différents points qu'on a pu faire ressortir, c'est au niveau de la rotation courte, eh ben, une forte présence de sol nu, hein, principalement entre l'interculture blé et soja. Hein, le blé se récoltant en juillet et le soja allant se ressemer le mois de mai de l'année suivante. Ça nous faisait une période de sol nu extrêmement longue. Elle était courte l'année suivante, mais ça nous faisait quand même beaucoup de sol nu. Et puis là, un gros problème de nutrition azotée sur le blé qui venait derrière le soja. Comme vous avez pu le voir sur le diagramme précédent, on voyait qu'il y avait beaucoup moins d'azote restitué derrière un soja. Hein. Et puis également du salissement en augmentation, hein, lié à une rotation quand même relativement courte, principalement avec les adventices des cultures d'été, les paniques un petit peu, mais aussi pas mal l'exanthium. Et puis après, quelque chose qui est un petit peu qu'on a retrouvé partout sur l'ensemble du domaine, c'est un taux de matière organique qui est stable. Hein. Sur les 10 premières années qu'on a eues en agriculture biologique, on n'a pas pu observer d'évolution de la matière organique, ni en plus, ni en moins, on est resté stable avec des teneurs qui sont aux alentours des 2%, entre 1,7 et 2,3% en fonction des parcelles du domaine. Mais on se disait quand même que ça aurait été bien d'essayer d'améliorer un petit peu ces teneurs en matière organique pour tous les avantages que ça peut apporter hein, vis-à-vis de la portance des sols, la rétention en eau, la rétention en éléments minéraux, la minéralisation des éléments minéraux. Ensuite, sur la rotation longue, on a distingué en fait deux grands types d'îlots de parcelles. Un premier type où effectivement à nouveau on est en situation moyenne en termes de teneur en matière organique, on a quand même beaucoup de sol nu, et puis on a une nutrition azotée pénalisante, hein, comme on a pu le voir à peu près sur l'ensemble du domaine. Et la même chose sur l'autre partie de la rotation longue, mais là sur deux parcelles principalement pentues, on a pu observer également des problèmes d'érosion. Érosion qui chez nous ont lieu en règle générale plutôt sur le mois de mai, à la période où on a les orages, sur des sols qui ont été travaillés, qui ont été semés en culture d'été, et qui en plus de ça, qui parfois peut être encore augmenté en système d'agriculture biologique, sachant qu'on va gérer les mauvaises herbes en binant les cultures, et si jamais on a une culture de tournesol qu'on bine pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes et qu'on a un gros orage derrière, tous ces interrangs qui ont été soufflés sous l'effet de la bineuse, la pluie s'engouffre dedans et on va perdre de la terre avec bien entendu toute la matière organique qui est quand même concentrée dans les premiers horizons. À l'échelle du système de culture, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, on a déjà pas mal d'habitats semi-naturels, mais il fallait faire un petit peu des liens supplémentaires pour essayer de favoriser justement la biodiversité et d'essayer d'augmenter un peu plus l'offre en pollen et en nectar, essayer d'avoir des périodes avec des plantes qui font sortir des fleurs le plus longtemps possible tout au long de l'année. Donc, par rapport à ce constat, on a décidé de mettre en place différentes solutions pour essayer de les résoudre. Et on se rend compte relativement rapidement qu'il y a tout un point hein, au niveau des problématiques de sol nu, des problématiques de nutrition azotée pour la culture suivante et de teneur en matière organique, voire un petit peu également vis-à-vis de nos problèmes d'érosion, que les couverts végétaux pouvaient avoir une action très transversale pour essayer de limiter ces problèmes-là. Donc on a décidé, à partir de cette année, d'intégrer de façon quasi systématique des couverts végétaux à l'intérieur de nos assolements, des couverts végétaux qu'on va réfléchir en fonction justement des différents services qu'on veut qu'ils nous résolvent. Hein. Par exemple, si le problème de sol nu, la quasi-totalité des couverts végétaux vont nous permettre de résoudre les problématiques de sol nu. Si on regarde la nutrition azotée des cultures, on sait que si jamais on va se mettre avec une culture qui va avoir des exigences en azote, hein, comme une culture de blé tendre, il va falloir favoriser des couverts végétaux qui vont nous restituer des quantités d'azote relativement importantes immédiatement derrière. Donc on va choisir préférentiellement des couverts végétaux à base de légumineuses, toujours par rapport à leur aptitude à capter l'azote atmosphérique de l'air et à la restituer ensuite au sol. Si jamais on est dans une situation où on veut améliorer la teneur en matière organique, on est obligé de faire des couverts un peu plus complexes, un peu plus bispécifiques. En fait, tout ça, là, les notions de libération de l'azote ou de formation de la matière organique, c'est quand même aussi des notions qui sont gérées par ce qu'on appelle le rapport C sur N des cultures, le rapport carbone sur azote. Plus on a
pardon, un rapport C sur N qui est élevé, plus on est riche en carbone, plus on a quelque chose qui va être particulièrement long à minéraliser et qui va fournir peu d'éléments minéraux et sur une période relativement longue, mais par contre qui va contribuer à nourrir le sol et à reformer de la matière organique. Inversement, si jamais on veut fournir de l'azote à la culture, eh ben, il nous faut des rapports C sur N qui soient beaucoup plus faibles, qui vont permettre de minéraliser rapidement. Donc typiquement, quand on veut minéraliser rapidement, on met des légumineuses fourragères en pur, hein, qu'on va réenfouir au sol, alors que quand on veut jouer plus sur la matière organique des sols, on va essayer d'apporter beaucoup plus de carbone et de faire des mélanges, par exemple, de type levès-avoine, en associant une veste, une légumineuse, avec une céréale qui va nous permettre d'apporter le carbone. C'est là aussi où je vais revenir un petit peu sur la notion de phosphore. Hein. Je vous disais, ben voilà, la grosse problématique qu'on a chez nous, c'est que le phosphore, si jamais je fais une analyse très agressive de mon sol, on va retrouver des quantités de phosphore particulièrement élevées. Par contre, si je fais un dosage qu'on appelle le dosage Olsen du sol, qui va nous donner une idée du phosphore soluble, disponible pour les plantes, et ben là, on a des notions extrêmement faibles. Et en fait, ce qui se passe dans les sols calcaires, c'est que le calcaire, en fait, il se lie avec le phosphore et il précipite. Et si on veut récupérer ce phosphore, il faut réussir à acidifier un petit peu le sol. Alors autant quand on est dans des sols à pH acide, on apporte de la chaux ou du calcaire, on arrive à augmenter le pH. Diminuer le pH, on n'a pas de solution qui nous permette de le diminuer. Simplement, les plantes, elles ont ces solutions-là. On sait que les plantes, elles, au niveau de leurs racines, elles sont capables d'excréter des acides qui vont justement, au niveau de la périphérie des racines, réussir à acidifier un petit peu le tout et de récupérer du phosphore. Et là, ben, on a déjà quelques familles de plantes qui peuvent être les légumineuses, qui sont les polygonacées comme le sarrasin, ou qui vont être certaines crucifères comme la moutarde, qui ont cette aptitude à aller acidifier le sol en profondeur, donc de mettre du phosphore soluble, de le récupérer dans leur biomasse, et si jamais cette biomasse, on la restitue au sol, eh ben, on reforme du phosphore organique au sein de la matière organique, et ça nous fournit du phosphore pour la culture suivante. Donc c'est un petit peu cette idée-là qu'on a eu d'essayer de choisir à chaque fois, un petit peu comme c'était dit ce matin, hein, par rapport à la culture qu'on va mettre en place derrière. Si jamais c'est une culture exigeante en azote, on met une légumineuse que ça minéralise rapidement. Si jamais par contre on met un soja où on sait que l'azote il va pas être nécessaire, eh ben, on va jouer sur la matière organique en mettant un mélange assez sur N élevé. Si on est sur une parcelle avec une culture qui va être exigeante en phosphore, on va essayer de mettre en place une culture qui va nous permettre de récupérer le phosphore et voire également de tester des cultures qui auraient de l'allélopathie, des choses comme ça un petit peu. Hein. Sur les parcelles à risque érosif, on a décidé d'arrêter le labour, sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, le problème c'est que le labour en bio, il a quand même son intérêt en enfouissant les graines en profondeur qui vont faire qu'elles vont être dégradées par les micro-organismes, par certains parasites et qui vont nous permettre de gérer un petit peu nos problèmes de salissement. Donc on sait qu'en bio, si jamais on arrête le labour, on risque d'avoir un peu plus de problèmes de mauvaises herbes. Donc par rapport à ça, on va choisir un couvert végétal en espérant trouver quelque chose qui soit le plus compétitif possible vis-à-vis des mauvaises herbes, mais aussi de nos cultures de vente. Et donc au niveau des cultures de vente, ça fait depuis 2005 qu'on travaille sur les associations céréales protéagineux du type un blé févrole, une orge et un pois protéagineux à mettre ensemble, où on a pu voir qu'on avait des architectures de couvert végétal qui se superposaient très bien, qui étaient beaucoup plus couvrantes et qui limitaient énormément le fait que la lumière puisse traverser le couvert, arriver au niveau du sol et donc être captée par les mauvaises herbes. Et les associations de cultures étant très couvrantes, elles nous concurrencent énormément les mauvaises herbes. Donc par rapport à cette parcelle-là, eh ben, on a aussi décidé de maximiser le plus possible la mise en place de cultures en association de cultures pour nous permettre de gérer un petit peu les problèmes de salissement. Et en même temps, sachant que ça serait probablement pas suffisant par rapport aux aspects problématiques de l'érosion, on a décidé d'intégrer des aménagements paysagers supplémentaires, soit directement par des parcelles agroforestières, la mise en place de rangées d'arbres, sachant que les études préalables nous ont déjà dit que si jamais on mettait des arbres sur des parcelles en pente, ça risquait de former des petites terrasses, l'un dans l'autre. La formation de ces terrasses serait pour nous aussi une bonne solution pour limiter un petit peu les problèmes d'érosion.
Enfin, sur la partie de la rotation courte, eh ben, la première des choses qu'on a décidé, c'est d'augmenter la rotation, la longueur de la rotation au niveau de ces parcelles. Donc au niveau de l'étude préalable, on le verra tout de suite après, on a vu qu'il y avait une partie de parcelle qui avait une réserve utile qui était suffisante aussi pour accueillir du soja en sec. Et donc on va passer par un système de rotation de 3 ans avec mise en place d'une nouvelle culture d'hiver qui va être de la févrole. Donc la févrole, elle n'a pas été choisie par hasard. C'est aussi sur cette parcelle où le blé présentait le plus de problèmes de carence en azote derrière le précédent soja. Et ben à partir de maintenant, on va le mettre en place derrière un précédent févrole, histoire de lever un petit peu ce problème de carence en azote. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'intégrer 2 cultures d'hiver et une culture d'été, qui dans le cadre de la rotation devrait nous permettre de limiter les problèmes de salissement avec les mauvaises herbes qui étaient spécifiques des cultures d'été. Et au niveau de l'ensemble du système, eh ben c'est comme je vous disais tout à l'heure, on va intégrer un petit peu plus d'habitats semi-naturels, des bandes enherbées, mais aussi des haies qui vont nous permettre de redélimiter un petit peu les parcelles, sachant que pareil, les haies, elles n'ont pas été choisies au hasard, les espèces, elles ont été choisies par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à essayer d'intégrer des espèces variées pour obtenir des périodes de floraison présentes le plus longtemps dans l'année, afin de favoriser le plus possible les auxiliaires de culture. Et pour essayer d'augmenter encore plus cet effet un petit peu attirant au niveau des auxiliaires de culture, à 2 endroits précis du domaine, on va mettre en place des bandes fleuries également faites pour augmenter l'offre en nectar et en pollen pour ces auxiliaires. Donc conclusion un petit peu, par rapport à tout ça, au niveau de l'ensemble du domaine, vous voyez que l'ancienne rotation courte qui était située ici, on a partagé cette grande parcelle en 2, ici, avec ici une zone où les réserves utiles en eau nous permettent de mettre du soja en sec, donc on va tourner sur 3 ans avec cette rotation-là. Les 2 parcelles en marron sont les parcelles sur lesquelles on va maximiser les couverts végétaux dans le but d'augmenter un petit peu la matière organique ou la disponibilité en azote pour la culture suivante. Et les 2 parcelles en violette sont les 2 parcelles pentues sur lesquelles on a les plus gros problèmes d'érosion jusqu'à présent et sur lesquelles on va maximiser un petit peu les différents aménagements. Donc vous voyez que sur cette parcelle-là ici, qui est vraiment la plus pentue du domaine, elles ne sont pas toutes représentées, mais on a 4 lignes de rangées d'arbres agroforestiers qui vont être mis en place justement dans un objectif de nous former un petit peu ces terrasses et de retenir un peu plus la terre qui se présente. Et au niveau de cette partie-là, alors là, il pourrait y avoir un changement, parce qu'au début, on avait décidé de mettre une haie tout en haut pour séparer un petit peu les parcelles et puis une bande enherbée en bas pour lutter un petit peu contre les problèmes d'érosion. Et on est en train de se demander si l'inverse ne serait pas un peu plus favorable, de déplacer justement la haie un peu plus au milieu de ce parcelle pour amplifier justement la retenue de la terre par rapport à ces phénomènes érosifs, en imaginant que la haie d'arbres serait probablement plus efficace uniquement que juste une bande enherbée pour pouvoir retenir un petit peu nos différents problèmes d'érosion. Donc voilà un petit peu ce que ça devrait donner, avec en plus de ça d'autres haies qui vont être intégrées ici pour nous délimiter un peu plus les parcelles. Et puis ici, sur cette parcelle-là, on a refait un découpage parcellaire, parce qu'ici on avait un versant nord, ici on avait un versant sud. Les anciens découpages qu'on avait, on avait pas mal de problèmes à la période du semis. Il y avait une partie de la parcelle qui était bien ressuyée, une autre qui n'était pas bien ressuyée. Et comme ça va nous permettre de créer justement des parcelles qui vont être homogènes en termes de ressuyage pour pouvoir faire des semis toujours dans des bonnes conditions. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé. Non, juste c'était un dernier petit point au niveau justement des couverts végétaux, pour préciser un peu plus concrètement ce qu'on allait mettre en place. Donc quand on est dans une situation entre 2 céréales à paille, où donc la deuxième céréale est une céréale qui va être gourmande en termes d'azote, on essaye d'implanter un trèfle qu'on vient semer sous couvert. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la première céréale, aux alentours du mois de mars, on vient semer à la volée le trèfle à l'intérieur. Comme ça, on est encore sur des périodes au mois de mars où les précipitations sont importantes. Donc le trèfle arrive à lever, à se développer. Le blé est dans une période où il va commencer à entrer en montaison. Donc il va devenir lui-même concurrentiel sur le trèfle. Il va empêcher de gêner la récolte. Une fois qu'on récolte le blé, le trèfle qui est situé en dessous, à nouveau, réussit à capter la lumière, continue à se développer et réussit à être présent sur toute la période estivale pour pouvoir faire une destruction à l'automne
l'automne suivant avant de réimplanter une nouvelle culture. Hein. On avait essayé de les semer juste avant, juste après la récolte et tout ça. Ça a toujours été des échecs. Donc maintenant, on vient les semer sous couvert à l'intérieur de la culture pour pouvoir gagner sur l'implantation de notre trèfle. Entre un blé et un soja, hein, donc là, on est dans le cadre d'une succession culturelle où le soja est une légumineuse, donc on n'a pas besoin d'azote particulièrement derrière. Donc on va mettre en place un mélange non gélif de type une moutarde et une vesse, hein, mélangés ensemble, qui vont nous permettre de faire un couvert qui va être présent sur la totalité de l'hiver et qu'on pourra les détruire par la suite au printemps. Entre une légumineuse et une céréale à paille, bon, bah, la légumineuse, comme on a pu le voir tout à l'heure, elle est capable de relarguer des quantités d'azote relativement importantes. Simplement, les quantités d'azote qu'elle relargue, hein, c'est du nitrate, hein, comme à chaque fois, quoi. Une fois que l'azote elle est minéralisé, et le nitrate, qu'il soit bio ou qu'il soit conventionnel, c'est le même. Il est également sujet au même problème de risque de lixiviation, hein, ou de lessivage. Donc par rapport à ça, on s'est dit, bah, c'est trop bête de réussir à faire rentrer 90 kg d'azote dans notre sol grâce à un précédent févrole et de le paumer pendant l'hiver. Donc dans ces cas-là, en fait, on va intégrer un couvert où il y aura au moins une des deux espèces qui va être une espèce gélive et qui va fonctionner un petit peu comme un sipan. Hein. Donc là, ça va être soit du moa, soit du sorgho. Ça peut être également du sarrasin qui va être utilisé, qui lui va faire son effet piège à nitrate, mais qui va être détruit théoriquement par le gel, qui devrait nous permettre de remettre en place assez régulièrement une céréale à paille. Et après, rapidement pour terminer, ben, sur les parcelles très pauvres en matière organique, il nous semble que c'est la luzerne qui pourrait être la plus à même de réussir à remédier à ce problème-là de façon relativement rapide, ou alors à nouveau un mélange de type vesse-avoine, du céréale associé à une légumineuse. Et enfin, ben, comme je vous disais aussi à un moment donné, sur la parcelle sans labour, par rapport au risque de problématique de mauvaises herbes qu'on pourrait avoir, essayer de tester différents couverts végétaux qui pourraient avoir des effets allélopathiques. Hein. Les effets allélopathiques, c'est simplement le fait que certaines plantes sont capables d'excréter des composés organiques au niveau de leurs racines qui, en règle générale, vont aller limiter la germination des autres plantes. Donc, quelque part, c'est un petit peu des herbicides naturels. On sait que la navette est une culture allélopathique, le seigle en est une autre, le sarrasin également. Et on va essayer de le maximiser à chaque fois par rapport justement aux services écosystémiques dont on a besoin sur l'exploitation. Voilà, j'espère que j'étais assez court par rapport au panneau que me montrait Anne. Je vous remercie pour votre attention.